Hey, bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan lecture de mes lectures du mois de juin. Alors, et puis dans la même occasion, ce sera un bilan du Loup-garou Challenge, le Loup-garou littéraire challenge qui avait été organisé par Miss Opaline. Donc voilà. Comme j'avais constitué ma palle autour de ce challenge, je vais vous présenter, faire un débrief des lectures et en même temps je vous dirai par la même occasion dans quelle consigne il avait été. Alors je sais que c'était la team Loup-garou contre la team Villageois, donc au passage je vous le dis quand même. Entre parenthèses, si vous voulez plus d'informations sur ce challenge, bien qu'il soit fini puisqu'il se déroulait du 16 mai au 30 juin, vous pouvez encore aller le voir parce qu'il y a tous les... Je vous mettrai le lien. Il y a, à la fin, il y a des points. Il y a un total final. Et donc, comme je vous disais, il y a Team Villageois et Team Loup-garou. Moi, j'étais la Team Loup-garou. Par rapport au nombre de points, voilà. Laquelle team a gagné? Les points sont en train... Tout le monde est en train de mettre... Moi, ça y est, je l'ai mis sur le groupe Facebook. Le débrief de nos points. Moi, j'ai fait 240 points en total. Alors, par rapport aux autres, j'ai vu que j'étais dans la moyenne. Il y en avait en dessous, mais il y en avait aussi beaucoup plus. Donc j'espère que j'aurai ramené un maximum de points à ma team. Et puis je pense que Opaline fera le décompte de tout et nous dira ça prochainement. Quel est le gagnant de ce challenge? Donc voilà, donc je vais commencer sans plus tarder. Donc j'ai commencé ce challenge. Alors il y a les 3 premiers livres, j'en avais déjà fait un débrief, un bilan lecture parce que ça allait dans le mois de mai, mais je vous l'ai redit vite fait dans quelles consignes il allait. Donc j'ai commencé ce challenge avec 100 pages blanches de Cyril Massaruto. Voilà. Il allait dans le chat. Alors, mon chat qui se met pile poil devant mes notes au moment que je vous parle et qui s'assoit dessus. Non bébé, attends. C'est un truc de malade. Viens bébé. Allez. Donc 100 pages blanches de Cyril Massaruto. On était dans la consigne loup-garou. Non, la consigne le grand méchant loup. Un livre sur la mort, où la mort est présente. Et puis ça allait aussi dans les catégories communes one shot, c'est-à-dire le loup blanc, la catégorie, la carte commune loup blanc, où il fallait lire un one shot. Si vous ne comprenez pas tout, je dis tout ça comme ça, sans référence ni rien, allez voir le lien dans la barre d'infos sur le groupe Facebook. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ce livre entrait dans ces 2 catégories. Donc vous pouvez mettre 2 livres maximum par catégorie pour pas que les points soient un peu cheatés. Hein. Et mon chat qui s'amuse à tout défoncer au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas grave. Donc là, on était avec un jeune homme qui reçoit un testament, qui reçoit le testament de son grand-père défunt. Il a 2 sœurs. Alors ces 2 sœurs ont reçu la moitié chacune, enfin l'entièreté de la somme héritée par leur grand-père. Il leur a légué sa petite fortune. Et ce jeune homme dont on ne nomme pas dans le roman, c'est bien le seul, parce qu'il a 2 sœurs qui s'appellent Mylène et Solène, ou Solène et je sais plus. Lui on ne nomme pas, mais lui il a reçu que de son grand-père. Il lui a légué quoi? Un carnet, mais un carnet un peu spécial. Alors, c'était mon premier livre de cet auteur et franchement j'ai adoré. Voilà, c'est très émouvant, c'est une histoire très émouvante. Ce carnet spécial m'a fait couler les larmes aux yeux. La façon dont c'est écrit, la plume est très légère de Cyril Massaruto et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne m'attarde pas dessus parce que j'en avais déjà parlé. Voilà. Ensuite, pareil pour le 2e livre, j'ai lu La peau sur les os de Stephen King qui rentrait dans la catégorie, alors là, dans les cartes communes pour Pyromane, qui était un livre à lire avec le héros traverse des dangers. Et surtout, ce qui caractérise ce livre, c'était un livre où il fallait lire un livre sur la maladie ou contamination, c'était l'infect père des loups, voilà le nom de la carte. Donc voilà, La peau sur les os raconte un homme qui, à la suite d'un accident où il tue accidentellement une gitane je précise gitane parce que c'est très important pour le roman,
qui traverse la route, il la tue accidentellement et suite à ça, il va commencer à perdre du poids sans explication. Donc il se dit, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que voilà. Et franchement, j'ai adoré ce roman. Stephen King, encore une fois, là, surfe sur le mystère, le fantastique, non. Le mystère, on est plus dans le domaine de la malédiction, des croyances, etc. C'est très bien mené jusqu'à la fin. C'est une pépite. Donc voilà, j'ai adoré ce roman. Et puis j'avais lu aussi au mois de mai, je vous en ai déjà parlé, donc Le Roi des mensonges de John Hart, qui rentrait dans la catégorie Le Montreur d'ours, où il fallait lire un nouvel auteur pour nous-mêmes. Donc moi, John Hart, c'était la première fois que je le lisais. Et puis, donc à chaque fois, ils ont deux catégories, hein, comme ça. Et puis le chien-loup, personnage qui fait face à un choix important. Donc, il faut que je me remémore, donc c'est un thriller. J'ai beaucoup aimé ce livre d'emblée. Je suis tombée amoureuse littéralement du personnage principal qui est le personnage de Work. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est un... Voilà, je crois que son père a disparu et 18 mois ou 18 ans. Non, 18 mois je crois. Après, l'enquête se rouvre parce qu'il redécouvre que son père n'aurait pas totalement disparu. Attendez, je ne sais plus. Ouais, son père étant disparu durant 18 mois, il retrouve ensuite son corps. Voilà, donc il fait son enquête lui-même. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai adhéré à ce bouquin. Pourtant, c'est un thriller comme un autre. Mais John Hart, je ne sais pas pourquoi, c'est mon seul livre pour l'instant. Je suis tombée amoureuse de son héros. Donc voilà. Donc c'était un très bon thriller. Si vous êtes adepte de thriller, lisez-le. Alors, on en vient là au mois de juin. Le mois de juin, donc, ça je vous en ai pas parlé. Donc, le jeu de la damnation de Clive Barker, que j'avais eu dans une balle, que j'avais reposé, parce que vu l'état du livre, etc. Et puis je me suis dit, Clive Barker, c'est un confrère à Stephen King. Je n'ai jamais lu Clive Barker, donc c'est un maître de l'horreur aussi, hein, américain. Et voilà, donc c'était une lecture très très appréciable aussi. Donc ça allait dans la catégorie où la mort était présente. Et puis dans la catégorie... le genre de flûte, c'est-à-dire intrigue avec des jeux d'influence et de la manipulation. Ouais, c'était très intéressant. Donc là, on avait, il faut que je me remémore les trucs. Je ne prépare pas mes vidéos, c'est infernal. Des fois, j'ai la flemme et des fois, non. Je vais vous dire ça quand même. Voilà, Marty Strauss. C'est les prénoms, j'ai du mal à retenir. À part ceux qui me marquent, bien sûr. Marty Strauss, il va se retrouver, enfin il est en prison, c'est un petit voleur de pacotille, etc. Et puis on lui propose un deal une fois en prison, on lui dit, écoute, par les autorités, hein, pas par les côtés tenus, on lui dit, on propose un deal, on propose un marché, tu sors de prison, mais tu vas devoir te tenir à carreau parce que tu sors de prison, mais tu devrais être au chevet de la grande propriété de monsieur je ne sais plus qui. Voilà, bref. Les noms se ressemblent, en plus ils commencent par la même lettre, Whitehead, je crois. Par contre, si tu fais un faux pas, tu seras à son service. Si tu fais un faux pas, tu reviens en prison. Ok, il accepte et il va trouver une maison des plus étranges. Il va faire la connaissance de la fille de monsieur Whitehead. Il va se passer des choses étranges. Et pourquoi j'ai mis dans manipulation, s'il faut que je vous explique? Parce que franchement, il y a entre monsieur Whitehead et il y a un espèce de tête brûlée aussi, une grande tête voilà, qui ressurgit du passé. Et entre eux, ça va être un peu la guéguerre. Et Marty Strauss va être au milieu de tout ça. Et c'est pas, alors, on est vraiment dans l'horreur, c'est-à-dire que, mais pas dans l'horreur gore, dans l'horreur un peu bizarre, c'est-à-dire il se passe des choses étranges. Et c'est une ambiance un peu glauque et un peu, ouais, qui vous laisse un peu de marbre parce que c'est très 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 bizarre comme ambiance. Voilà, moi j'ai bien aimé le jeu de la damnation. C'est un bon petit livre d'horreur. Hein. C'est comme si on regardait un film d'horreur, voilà, sans prétention, mais très, attention, très bien écrit. Voilà. Ensuite, j'ai lu une BD que j'avais eu à Nose et que j'avais trouvé magnifique. Donc c'est Le jour de flûte de Hamelin.
par Jay Asher et Jessica Fribourg, illustré par Jeff Tockley aux éditions Michel Lafon. Je vous montre quand même. Alors déjà c'est tout bleu et moi j'adore le bleu. Voilà, c'est cette planche là, je l'adore. Je l'adore. Les dessins sont juste magnifiques. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein. C'est ça. Voilà. Je trouve ce livre déjà magnifique. Donc je l'ai mis dans la catégorie l'enfant sauvage, c'est-à-dire personnage avec un passé trouble et douloureux. Le héros, le joueur de flûte, on ne sait pas d'où il vient. Il arrive dans un village où les rats envahissent ce village. Et il a la réputation de faire fuir les rats. Mais au village un peu retournés sur eux-mêmes, c'est-à-dire un peu cutéreux, ne font pas trop confiance à celui-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et aussi dans la catégorie donc jeunesse, la petite fille, il faut lire un livre jeunesse, voilà. Donc voilà, et puis il va faire la rencontre de Maggie qui est aveugle ou sourde. Sourde. Ouais, sinon ça n'aura pas aucun intérêt. Avec le parallèle de joueur de flûte qui joue la musique, elle est sourde, elle n'entend pas les sons. Et elle est un peu à part des habitants de ce village. Elle va s'intéresser à cet homme. On va la mettre en garde, elle va en faire qu'à sa tête. Et c'est une jolie histoire et la morale est sublime. Voilà. Puis les dessins sont sublimes. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Ensuite, j'ai lu L'architecte du sultan de Elif Shafak. Pareil, une couverture divine. C'est pour ça que je l'avais pris aussi à Nose. Donc lui, il va dans L'abominable sectaire, livre dont les opinions sont tranchées. Et puis donc aussi dans One Shot. Voilà, un One Shot. Elif Shafak, c'est une autrice turque. C'est la première fois que je lis son livre. Elle a un livre là dernièrement qui est sorti 10 minutes 38 avant de mourir, un truc comme ça. Il y a aussi Soufi mon amour qui est très réputé et très bien réputé. Et franchement c'est un livre, c'est une fresque de vie. Donc on va suivre Jahan, elle vient d'Hindoustan. C'est un petit hindou, un petit indien qui va avec son cheval blanc donner son cheval blanc au grand sultan Soliman. Donc on est dans l'Istanbul du XVIe siècle. Donc franchement, on parcourt. C'est une fresque de vie. Hein, donc à travers Jahan et ses petits déboires. Donc on va le suivre durant toute sa vie. Et puis il va être mêlé entre deux guerres, entre les guerres, entre des grands sultans, etc., de l'Empire ottoman, etc., voilà, entre les pays. On va suivre sa vie et ses faits historiques aussi à travers ce petit personnage-là qu'on ne voit pas très bien. Et c'était très touchant, très réaliste et surtout, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on apprend plein de mots turcs. Il y a un glossaire à la fin. Il y a un glossaire. Donc à chaque fois, le mot était en italique et on se référait au glossaire. Et il y a tout un vocabulaire et on apprend plein de trucs. Et on était transporté dans un autre monde et dans une autre époque. Et surtout l'Orient, tout ce qui touche à l'oriental, moi j'adore. Donc j'ai aimé ce livre. Ouais, c'est un beau livre, une belle plume. Elif Shafak qui écrit très très bien. Et j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Les Trois Cartes de Stephen King, donc qui fait partie de la saga La Tour Sombre. Et La Tour Sombre, c'est... Les Trois Cartes, c'est le tome 2 de La Tour Sombre. J'avais adoré Le Pistolero, le tome 1, qui était plutôt un tome d'introduction. Beaucoup n'ont pas aimé parce que justement, il ne se passait pas grand-chose. Moi, j'ai aimé parce que parce que Stephen King... il plante son décor, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais justement, il accentue ce truc-là dans son écriture. Il avait une écriture très énigmatique avec un vocabulaire qui vous laisse un peu en suspens comme ça. Et du coup, non, moi, il m'avait embarqué. Et Les Trois Cartes, là, on est clairement dans l'action. On est dans l'action, donc on retrouve... Donc, je ne vous spoil pas trop parce que c'est un tome 2.
Je vous dis juste qu'on retrouve Roland, le pistolero, et qui va faire la connaissance des 3 cartes, donc de 3 personnes. Donc il y a un démêlé entre la réalité, enfin attention, c'est de la science-fiction en fantasy, hein, c'est plutôt de la fantasy. Donc on est dans un monde imaginaire mêlé au monde réel. Donc voilà, on surfe un peu sur les deux et il y a de l'action, ça s'arrête jamais. Et c'est un pavé, il fait 500 pages et 499 pour être plus clair. Et ça s'arrête pas. Et voilà, Stephen King, encore une fois, me surprend et j'ai adoré les 3 cartes. Alors je ne sais pas dit dans quelle catégorie elle est. Donc il fallait lire un SFFF. Donc la carte s'appelait L'Ange. Voilà, donc parfait. Et puis aussi le chien-loup, personnage face à un choix important. Donc voilà. Donc j'ai adoré les Terres perdues qui est le tome 3 et j'attends un peu. Et puis voilà. J'adore pour l'instant la saga La Tour sombre de Stephen King. Voilà, c'est comme ça, je l'adore. Mais pas toujours cet auteur, c'est un truc de dingue. Dans n'importe quel genre, voilà, il m'épate. À chaque fois, il me met sur les fesses. Ensuite, j'ai lu Canicule de Jane Harper. Donc c'est un thriller. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je l'ai eu dans une boutique d'occasion, je crois. J'ai dit, je le prends. Bon, arrivé ici, vous savez, je me renseigne sur Livre Addict parce qu'il y a plein de livres qui font partie de saga. C'est un tome 1, c'est pas un one shot. Et j'ai pas le deuxième. Le deuxième, c'est Sauvage, qui est ici. Voilà, que je lirai certainement. Donc c'est un bon petit thriller. Voilà, ça casse pas des briques, mais c'est pas non plus passable. C'est un thriller, il y a tous les ingrédients. C'est un thriller de plage. Voilà, comme j'ai noté, c'est une agréable lecture, tous les ingrédients sont là, pas d'invraisemblance, pas de longueur, c'est bien ficelé jusqu'au bout avec un processus de ricochet. Ah oui, de ricochet de révélation à la fin, c'est des petits trucs comme ça qu'on nous envoie, des petites pichenettes dans la tête. Et c'est le premier roman de Jane Harper, donc elle a fait fort. Je lui dis bravo. Voilà. Donc ça a rentré dans la catégorie tac tac, les 2 sœurs, livres appartenant à une duologie. Voilà. Et puis aussi la catégorie du nouvel auteur. Donc Jane Harper que je n'avais jamais lu. Donc voilà, un bon petit thriller de plage. Alors quand même, on est à Kewara, ça se passe en Australie. Une petite communauté rurale du sud-est où il fait très très chaud, où il n'y a pas plu depuis des décennies. Et le héros s'appelle Aaron Folk, voilà. Ouais, voilà, Folk. Et il revient sur les lieux, parce qu'il avait, c'est sa terre natale, mais il avait déménagé pour la grande ville, Singapour, etc. Ou Sydney, oh là, je confonds, c'est un truc de ouf, on va dire Sydney, c'est plus plausible. Et il revient sur les lieux parce qu'il y a son ami d'enfance, Luc, qui a été tué, ainsi que sa femme et sa fille, à Luc. Voilà. Donc il va mener son enquête. Il y a des choses très étranges, les gens sont très étranges, on est dans une petite bourgade. J'adore, c'est un espèce pour moi c'est un huis clos, hein. On ne sort pas de cette île et elle est très petite, les gens sont très renfermés sur eux-mêmes, les gens sont très méfiants des uns des autres, voilà. Et il va essayer d'élucider tout ça et voilà. C'est un bon thriller de page, c'est un bon page turner et ça se lit très bien et je ne regrette pas de l'avoir pris pour le coup parce qu'il me donnait envie. Voilà. Ensuite, j'ai lu enfin le tome 2 et à ma surprise, ce fut une belle surprise, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais été déçue, voire pas déçue parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien en fait. J'avais été choquée. J'ai lu donc La Punition, le tome 2 des Infortunes de la Belle au Bois dormant de Anne Rice. Alors vous savez, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais version érotique, voire pornographique. C'est du BDSM. Et le premier tome, j'avais été mais carrément choquée par il n'y avait pas d'histoire. Si, il y avait une histoire, bien sûr. Mais
C'était des scènes de sexe toutes les 2 pages. C'était du sexe pour du sexe. Et là, je vous dis pas ce que c'est. On suit donc encore Belle, euh, donc la Belle au bois dormant, hein, le personnage principal, et elle arrive au village, voilà, où elle va rencontrer différentes expériences encore. Donc vous savez que Belle, c'est une esclave sexuelle, hein, voilà, qui a été dealée par ses parents dans le tome 1 parce que son sauveur a sauvé, donc le sauveur de Belle a été là pour la réveiller, et en échange il leur a dit je l'emmène au château du roi, et ses parents ont dit oui, ses parents étaient miséreux, etc., mais en contrepartie donc c'est une esclave sexuelle. Et là donc il est arrivé des choses en tome 1, et là elle arrive à ce fameux village où elle va rencontrer de nouveaux gens. euh, Le milieu, alors le début était très bien parce qu'il y avait une découverte de nouveaux lieux, etc. Il y avait des descriptions, il n'y avait pas que du sexe pour du sexe. C'est ce que j'ai aimé dans ce tome 2. Donc je ne regrette pas d'avoir continué parce que je l'ai pris, je vous dis pourquoi, comme ça ce sera fait. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai lu là, sinon je n'aurais pas lu. Ça allait dans la catégorie manipulation, donc forcément, et où les opinions sont tranchées, voilà, parce qu'entre rois, on est très tac, 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 et puis face à par rapport à la Belle ne doit pas broncher, hein, sinon elle en prend plein la tête, voire autre chose. Je m'aurais compris, si vous suivez, vous avez compris aussi, mais je ne l'avais pas pris pour ça. Je l'ai mis dans ces 2 catégories parce que ça rapportait plus de points, donc j'ai enlevé les 2 autres, mais je l'avais pris pour la carte Le Comédien, lire une réécriture, et la carte Le Bouc Émissaire, livre que tout le monde déteste parce que sur Livre Addict, le premier tome faisait 10 sur 20, le deuxième à 12, moi j'ai mis 14 quand même. Donc voilà, parce que là, donc du coup, on découvre la Belle qui arrive dans ce village. Le milieu est un peu mou, voilà, mais il explique bien, le milieu est justifié par une fin très active pour le coup. Donc c'est un bon petit livre parce qu'il y a toute une structure quand même que je n'ai pas retrouvée dans le 1. Il y a plus d'action, il n'y a pas que du sexe pour du sexe, les scènes de sexe sont justifiées. Euh, voilà, j'ai bien aimé finalement ce livre, donc dans son genre, n'est-ce pas? Et il y a le tome 3 qui m'attend, c'est La Libération. Donc je pense que ça... Et là, ça s'arrête sur un bon truc. À la fin, on a envie de savoir ce qui se passe parce que ça s'arrête sur de l'action. Voilà. Et puis là, bon, pour le challenge, j'en ai compté qu'un. Donc j'ai mis ce truc dans le livre, un livre jeunesse, et puis la carte pyromane où les personnages rencontrent des dangers. Je me suis refait le tome 1 et le tome 2 de Sailor Moon par Naoko Takeuchi. Voilà, donc ce sont des anciennes éditions Glénat de 95, parce qu'à l'époque, c'était l'époque où Sailor Moon passait à la télévision et j'étais fan. Et j'avais voulu acheter les mangas et je me suis arrêtée à 2. Faut que je retrouve la suite parce que j'adore. J'adore. C'est un shoujo Magical Girl. Mais voilà, c'est leur monde déjà, donc c'est nostalgique, c'est sentimental. Et puis j'adore, on est tout de suite dans l'action, quoi. On se principe un peu des mangas, hein, mais on s'endort pas. Donc le tome 1, c'est la métamorphose. Donc on va suivre ici Bunny qui a 14 ans, qui est collégienne, et qui va faire la rencontre de Luna, le chat, un chat qui parle et qui va lui dire écoute, tu es l'élu, tu as des pouvoirs magiques, il se passe des choses étranges dans la ville, à Tokyo donc, et il y a les forces des ténèbres sont là, il faut que tu les combattes. Donc là, on va rencontrer ses acolytes, ses amis qui vont former son équipe aussi, ça part sur les chapeaux de roue, hein, pour combattre les forces du mal. Et puis voilà, elle va apprendre à... Enfin, on n'est pas dans le processus, on est vraiment sur un chapeau de roue. Elle aussi, elle est sur les terrains. Tout de suite, il y a les forces du mal, elle doit être confrontée à ça. Et tout de suite, Luna, le chat, lui dit ce qu'il faut faire, fais ci, fais ça. Non, c'est très bien. Puis elle rencontre aussi ce Tom masqué qui, à chaque fois qu'elle est en difficulté, vient à son secours. D'ailleurs, le tome 2, c'est l'homme masqué, où là, on découvre encore plus de personnages. Et ça avance à une allure folle. Et voilà, je me suis arrêtée en pleine action.
Et j'adore Sailor Moon, c'est un de mes mangas favoris. Voilà, parce que c'est sentimental et parce que ouais, ça doit être ça, mais c'est un très bon manga par ailleurs, donc il faut que je trouve les autres tomes à tout prix. Voilà pour le challenge du loup-garou littéraire. Par contre, euh, pour le mois de juin, j'ai lu encore 2 livres, il me restait quelques temps, 2 petits livres pour finir le mois qui n'ont rien à voir avec le challenge. Mais pour le coup, j'ai lu Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement. C'est mon premier Amélie Nothomb et j'ai adhéré à son écriture. Alors, c'est on aime, on n'aime pas, parce qu'elle a une écriture très spéciale, c'est-à-dire très directe, très crue. C'est-à-dire pas très crue, mais dans le sens elle est un peu, ouais, c'est une écriture hachée, quoi, c'est une écriture tac tac tac, abrupte un peu, mais avec un humour décapant, un humour décalé, comme le personnage, hein. Vous voyez Amélie Nothomb, vous l'entendez parler, d'ailleurs quand je lisais j'entendais sa voix, en plus c'est une autobiographie, donc c'est vraiment une expérience personnelle qu'elle a sûrement un peu romancée, par l'essai, hein, c'est considéré comme un roman. Donc c'est au début des années 90, elle nous explique, donc où elle fait ses premiers pas, elle nous raconte ses premiers pas et son expérience dans une grande entreprise japonaise. Voilà, donc on y voit un peu les coutumes nippones, surtout le contraste entre l'Occident et l'Orient. Et tout ça sous l'œil, sous la forme un peu de l'absurdité. Amélie Nothomb a choisi cette forme-là, l'absurdité.